Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Virage, le format Hello Masters dédié au grand tournant de la seconde partie de carrière. Ici, on y parle de ces moments de bascule où tout peut changer, reconversion, rebond, création d'entreprise, c'est le sujet du jour. Passage à l'indépendance, reprise, engagement associatif. À chaque épisode, on donne la parole à celles et à ceux qui vivent, accompagnent ou analysent ces virages pour mieux les comprendre, les anticiper et surtout les valoriser. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux invités super expertes. Élise Tissier, directrice de BPI France Le Lab, et Baotran Nguyen, responsable du pôle études stratégiques de BPI France Le Lab. Bonjour à toutes les deux et merci. Bonjour Blandine, merci de l'invitation. Alors, elles viennent nous parler d'une étude récente et passionnante intitulée 50 ans et tout autant de raisons de créer son entreprise. C'est une étude qui tord le cou à bien des idées reçues sur l'entrepreneuriat et qui montre à quel point la seconde partie de carrière, ça peut être un âge d'or pour innover, entreprendre et réussir. Pendant 40 minutes, on va explorer les résultats de leurs travaux et on va prendre 20 minutes de questions-réponses avec vous pour répondre à vos commentaires dans le chat. Allons-y, commençons. Chère Élise, chère Bautran, pourquoi avoir choisi de consacrer une étude spécifique à l'entrepreneuriat des 50 plus? Alors merci Blandine et bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre particulièrement à cette question, je vais donner quelques éléments de ce qu'on fait d'habitude, BPI France Le Lab. Nous réalisons en effet des études auprès des chefs d'entreprise qui sont à la tête d'une PME ou d'ETI, travaux que nous menons depuis une dizaine d'années maintenant. Et on a, autant vous dire, gagné un peu d'expérience sur ces chefs d'entreprise où on voit quand même assez régulièrement, outre le fait qu'il y a très peu de femmes qui sont à la tête d'une PME, que l'âge moyen dépasse les 50 ans. Alors me direz-vous, pourquoi donc faire une étude sur les entrepreneurs de plus de 50 ans, dans la mesure où on peut presque se dire qu'il y a un synonyme entre entrepreneuriat et seniorité? C'est justement la raison de cette étude, qui a été motivée alors par pas mal de choses, mais je vous en donnerai 3. D'abord, il vous a pas échappé que, depuis, 2012-2013, on parle beaucoup de la Startup Nation, on parle beaucoup, des entrepreneurs. Il y a une valeur entrepreneuriale qui s'est développée depuis ces dernières années et derrière cette valeur entrepreneuriale, l'idée, d'un start-upper, pour faire court, jeune trentenaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre type finalement, de start-upper? Et vous allez voir dans les résultats que sur ce point particulier, c'est, voilà, les résultats, sont sans appel et extrêmement, nouveaux et intéressants. Deuxième raison qui a motivé, cette étude, c'est tout simplement parce que justement on avait dans notre cercle, un serial entrepreneur, plutôt successful, sexagénaire, donc qui a créé et vendu, plusieurs boîtes, qui nous disait connaître pour la première fois, malgré tous ses succès entrepreneuriaux, des difficultés à lever des fonds. Et donc lui nous a dit: «Mais faites, il faut absolument faire une étude. De toute façon, c'est sûr, les financeurs et en particulier les investisseurs, discriminent, les personnes, qui ont passé un certain âge». Et puis la troisième raison qui a motivé cette étude, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu ou lu, mais nous oui, c'est que plus un dirigeant avance dans l'âge, moins il investit et moins il prend de risques. Et notamment, il y a des travaux de la BPCE qui avaient documenté ça. Et donc, nous, on s'est dit: «Bah, tiens, c'est aussi l'occasion de regarder dans cette étude si un entrepreneur qui vieillit ou qui gagne en expérience, finalement, a une façon de gérer son entreprise qui est différente». Alors, merci Élise. Donc, vous venez un peu déjà d'évoquer vos hypothèses de départ. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous aviez des hypothèses de départ en commençant cette étude et notamment peut-être certains a priori? Est-ce que vous avez eu des grosses surprises? Ouais. Alors les hypothèses de départ, j'en ai évoqué une, ce sont les écarts de financement, qui étaient liés, à l'âge et en particulier chez les investisseurs. Et la deuxième, je ne sais pas si on peut parler d'hypothèse de départ, mais en tout cas, idée en tête, c'était quand même, cette idée de seniorité, négative telle qu'elle existe dans le salariat.
Ça, c'est quelque chose qui était assez fort dans l'étude, et c'est là-dessus en particulier qu'on a été, surpris. Avant d'aller sur les éléments de surprise, je voulais quand même partager avec, vous toutes et vous tous, quelques éléments méthodaux parce que c'est important dans notre étude. On a eu 1347, donc on va dire 1300 entrepreneurs entre 18 et 72 ans qui nous ont répondu, et sur ces, en gros, 1300 entrepreneurs, on en a 2 tiers qui avaient plus de 50 ans et un tiers moins de 50 ans. Ce qui nous crée déjà un premier échantillon de comparaison entre des chefs d'entreprise qui ont plus de 50 et moins de 50. Et dans l'échantillon des entrepreneurs qui ont plus de 50 ans au moment où on se parle, on a creusé ceux qui avaient entrepris avant et après 50 ans, et particulièrement ceux qui avaient entrepris après 50 ans et qu'on a appelé primo-entrepreneurs. Donc tout à l'heure, si vous entendez parler de primo-entrepreneurs seniors, on parle des chefs d'entreprise qui sont devenus entrepreneurs pour la première fois après 50 ans. Donc ça nous permet aussi de comparer ici les difficultés qui vont être liées justement au moment de cette première expérience entrepreneuriale. Et donc après, sur les éléments de surprise, pour faire court, je vais dire la seniorité heureuse dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment, c'est assez frappant et ça traverse toute notre étude. Si vous connaissez un petit peu PPI France, vous savez qu'on a plutôt la positive attitude. C'est un trait commun de culture entreprise. Mais alors là, on n'a même pas eu besoin de le chercher. Il est apparu de manière complètement, évidente et sans aller trop dans le détail, parce que sinon après je dévoile, trop l'étude. Mais dans ces éléments de surprise, il y a le fait que, plus les entrepreneurs, gagnent en âge, plus ils sont en forme. Alors je ne vous dirai pas que votre masse osseuse va s'améliorer parce que, vous gagnez de l'âge si vous êtes entrepreneur, mais, là-dessus, les résultats sont sans appel. Alors la forme physique, elle est stable et la forme psychologique et la qualité du sommeil, clairement, elle augmente et ça corrobore des travaux, d'Olivier Torres, qui est un chercheur avec qui, on travaille, donc on est vraiment à l'aise, sur ces résultats et on peut les voir aussi en comparaison, avec des résultats sur les salariés où on voit au contraire, que finalement, quelque part les gens, s'abîment avec l'âge parce qu'ils trouvent plus de sens et cetera. L'entrepreneur, lui, il a la pêche, tous les matins quand il se lève et dans les entretiens aussi, on a pu voir que cette meilleure forme psychologique pouvait s'associer aussi, évidemment à un peu plus de sérénité. On est en 2025, depuis 5 ans là, je pense que, enfin il y a ça date même d'avant, mais particulièrement depuis 5 ans entre le covid, les événements, géopolitiques, il y a quand même une dose de crise absolument majeure, l'IA aussi sur lequel on va sortir une étude la semaine prochaine. Clairement, un patron de boîte, qui a de la bouteille, il a de la distance par rapport à ça. Il va beaucoup mieux gérer, sa réaction par rapport à ces événements-là. Autre élément de surprise, c'est que, finalement, l'âge permet, d'additionner ce que j'ai appelé les actifs, comme on est dans le monde de la finance, on n'est pas ici sur des actifs, financiers, mais des actifs intangibles qui sont hyper importants et vous les connaissez, mais, clairement ça ressort énormément dans cette étude, c'est l'expérience et les réseaux. Et ça, je dirais presque, enfin ça a pas de valeur. En tout cas, ça a une valeur absolument énorme et c'est lié à cette seniorité heureuse. Et il y en a une autre aussi qui est, peut-être moins visible, mais qui est importante et c'est la charge familiale qui se détend aussi. Et si je fais le lien par rapport à la forme d'ailleurs psychologique, je dirais là où ça fait le plus mal quand on est entrepreneur, c'est quand on a entre 40 et 50 ans. Et on a pu, voir, ici des effets de corrélation avec, les enfants, qui sont en bas âge, qui font que ça peut être, c'est compliqué, d'associer, les 2. Et puis, évidemment, et ça je l'ai un petit peu dévoilé déjà, c'est le fait qu'on n'a pas, mais on y reviendra parce qu'il y a quand même des mais, hein, on n'a pas d'écart de financement, lié à l'âge, que ce soit sur la partie bancaire ou sur la partie, fonds propres. Pour vous garder en haleine, ouais, il y a quand même quelques nuances que je laisserai, Otran, expliquer tout à l'heure. Mais ça, c'est déjà une excellente nouvelle sur l'accès au financement. Pour poursuivre un petit peu dans les points de contexte, à qui s'adresse cette étude? Donc au profil expérimenté, c'est certain, mais est-ce qu'elle s'adresse aussi, aux politiques publiques, aux financeurs? Est-ce qu'il y a une volonté, d'éclairer une nouvelle tendance et de faire bouger les lignes? Ouais. Alors en réponse, simple, je dirais, cette étude, elle s'adresse, à tout le monde. Après, si je vais un petit peu dans le détail, alors dans tout le monde, il y a cette idée de changer la représentation parce que une fois de plus, hein, tout à l'heure, je parlais de Startup Nation. Dans cette idée, je sors de l'école, je crée ma boîte. Or, il y a un enjeu aujourd'hui dont on parle finalement assez peu, c'est, l'enjeu de transmission. Alors c'est très drôle parce qu'on en parle beaucoup dans l'agriculture, hein. On dit que nos agriculteurs, vieillissent et qu'il y a des gros enjeux de transmission à l'agriculture.
mais c'est vrai aussi dans les PME et les ETI. On a des chefs d'entreprise qui sont, pour le coup, qui peuvent avoir entrepris tôt, hein, mais qui sont de plus en plus âgés. Et donc là, clairement, il y a un vivier énorme de boîtes à reprendre. Et qui de mieux qu'un senior, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, pour reprendre ces entreprises. Donc ça, pour nous, c'est important de faire savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas que créer son entreprise quand on a 30 ans. Ça peut être aussi reprendre son entreprise, ou d'ailleurs créer, hein, quand on a plus de 50 ans. Et donc après, évidemment, les seniors ou candidats seniors, en tout cas, je veux dire les 45, 50 ans, même si on a pris nous une borne de 50 ans dans l'étude, le message principal, c'est on peut entreprendre après 50 ans. Mais par contre, c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans, qu'on fera un bon entrepreneur. Et ça, pour nous, c'est quelque chose ouais, c'est une nuance, qui est, fondamentale à bien, partager, parce que ce sont les réseaux d'accompagnement qui nous le disent, souvent, ou même parfois France Travail, qui peut inciter, des personnes, qui ont du mal à retrouver du boulot en salarié, à créer son entreprise. Or, c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans, qu'on a de l'expérience, et qu'on a du réseau qu'on sera un bon entrepreneur. Parce qu'il y a un moteur, et ça, c'est de très l'intangible, et il n'y a que la personne qui peut le ressentir en soi. Nous, on appelle ça la fibre entrepreneuriale. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui vous titille depuis longtemps? Est-ce que vous avez toujours voulu créer quelque chose? Est-ce que vous aviez un peu une âme d'auto-entrepreneur déjà, ou d'intra-entrepreneur dans l'entreprise dans laquelle vous étiez, si vous étiez salarié, et qui vous donnera cette envie d'entreprendre. Donc voilà, Blandine, pour dresser rapidement les personnes, je dirais, qu'on souhaite toucher à travers cette étude. Alors, c'est extrêmement intéressant et on y reviendra évidemment avec la communauté des Masters sur le sujet de la session reprise, qui est un enjeu majeur dans les prochaines années. On a développé toute une verticale qui s'appelle la PME Nation, en écho à la Startup Ouais. Nation, pour créer ce genre de dynamique. Et effectivement, il y a des vocations à créer aussi autour de notre tissu économique territorial. Alors, si on devait partager quelques chiffres marquants qui vont illustrer cette dynamique entrepreneuriale chez les plus de 50. Je ne sais pas si on parlerait de nouvelles dynamiques entrepreneuriales. Est-ce qu'il y a une accélération ces dernières années? Est-ce qu'il y a des pics et des phénomènes qu'on peut observer? Alors c'est une excellente question. Arélie, finalement, a partagé beaucoup de chiffres qui illustrent plutôt qu'il y a finalement pas beaucoup de différence entre la façon, dont, les entrepreneurs seniors entreprennent et la façon dont, les entrepreneurs de moins de 50 ans entreprennent. Par exemple, nous, ce qu'on a vu, c'est que finalement, sur la dynamique entrepreneuriale, sur la qualification de cette dynamique et des entreprises, à laquelle ils sont à la tête, ce sont des entreprises de même taille, de même secteur. Élise l'a dit, ce sont les mêmes ambitions stratégiques, même rapport au risque, même rapport à l'innovation, même rapport à la croissance. Du coup, je vais plutôt insister peut-être sur ce qui fait leur singularité. Finalement, qu'est-ce qui fait la singularité d'un entrepreneur qui se lance après 50 ans? Ce qu'on a perçu, nous, c'est peut-être plutôt du côté de la reprise d'entreprise. On est sur des profils d'entrepreneurs qui ont de la bouteille. Après 50 ans, souvent, là, on est aussi sur un public de cadres qui a fait son parcours souvent dans des boîtes des moyennes, de taille moyenne ou des grandes boîtes. Et ils ont accumulé énormément d'expérience. Ils nous disent, je sens ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. J'ai aussi un super réseau que je peux mobiliser pour trouver justement la boîte que j'ai envie de reprendre. Et souvent, sur la reprise d'entreprise, nous, ce qu'on a perçu, c'est que c'est une dynamique qui est beaucoup plus puissante que sur des entrepreneurs de moins de 50 ans. Il y a 28% des profils qu'on a appelés nous, des profils de la seconde carrière qui se sont lancés sur de la reprise d'entreprise plutôt que sur de la création pure. Ce n'est le cas que de 18% quand ils ont moins de 50 ans. Deuxième sujet, ça va être celui peut-être des start-upers seniors. Ils existent. On a été très surpris dans cette étude de découvrir finalement ceux que nous, on a appelés des deep takers seniors, c'est-à-dire des seniors qui vont investir des innovations de rupture. Souvent, ce sont des entrepreneurs qui ont fait finalement, initialement des chercheurs, pardon, qui ont fait leur carrière en laboratoire et qui veulent commercialiser leurs innovations pour avoir un impact positif sur la société. Souvent, ça se mêle aussi à une quête personnelle, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont issues de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, etc. Et qui, par exemple, nous disent, j'ai un combat personnel à régler contre une maladie immunitaire. Dans ma famille, par exemple,
beaucoup de personnes sont décédées jeunes. J'ai envie de trouver en fait une innovation qui va régler le vieillissement des cellules. Donc, on est beaucoup dans le secteur de la biotech et ce Deep Tech Care Senior, en tout cas, existe. Troisième point, ça va être celui de la féminisation forte de ce public d'entrepreneurs seniors. En fait, quand on a dépouillé, j'allais dire, les réponses au questionnaire, on a été très étonnés de voir que on avait 18% de retour de femmes entrepreneurs. D'habitude, il y a 12% de femmes entrepreneurs et on le constate dans toutes nos enquêtes. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, autant de femmes nous ont répondu? Et quand on a regardé les chiffres, en fait, on s'est rendu compte que sur le public précis des entrepreneurs seniors, il y avait beaucoup plus de femmes qu'habituellement. On a 22% par exemple d'entrepreneurs qui sont des femmes qui entreprennent pour la première fois. Donc ça, c'est ce que Élise aussi disait tout à l'heure, c'est que après 50 ans, finalement, libérées des charges familiales, aussi parce qu'elles touchent aussi un plafond de verre, parce qu'elles ont une quête de légitimité et qu'elles se sont senties obligées en fait d'accumuler pas mal d'expériences avant de se lancer, elles vont entreprendre beaucoup plus tard. Il y a 37% des femmes qui entreprennent après 50 ans, c'est le cas seulement de 24% des hommes. Chiffre étonnant, effectivement. Donc on a parlé quand même, un petit peu des motivations, chez les 50 plus. Est-ce qu'elles sont vraiment différentes des plus jeunes? Est-ce qu'il y a des éléments, notables, que vous aimeriez souligner à ce niveau-là, en termes de Ouais. motivation? Oui, en termes de motivation, alors ce qui est sûr, c'est que comme pour tous les entrepreneurs, le goût d'entreprendre va rester majoritaire. Par contre, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que les entrepreneurs seniors sont beaucoup plus nombreux à avoir entrepris pour avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement ou sur le territoire. C'est le cas de 28% des entrepreneurs seniors qui entreprennent pour cette raison, pour avoir de l'impact, et c'est le cas seulement de 5% dans le reste de la population des entrepreneurs. Donc ça, c'est assez éloquent. Et même, ils nous le disent hein, quand on s'entretient avec eux. Là, voilà, j'ai passé 50 ans, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui me plaise. C'est plus un projet personnel vraiment qu'un travail et cette recherche d'impact est vraiment assez fondatrice. Merci. Alors, on va se parler maintenant du moment. Dans votre étude, vous soulignez que 40% des créateurs 50 plus se lancent après une rupture professionnelle. Que dit ce chiffre finalement, de notre rapport au salariat et à l'âge? Ouais. Alors, je vais peut-être préciser le terme de rupture professionnelle. C'est vraiment, ouais, rupture au sens d'un tournant de façon, assez large. Soit c'est des Subi ou enfin, pardon. choisi? Subi ou Voilà, choisi, on peut dire. subi ou choisi, exactement. Ça peut être finalement des cadres qui nous disent: «J'ai connu un essoufflement de ma carrière. Finalement, il n'y avait plus assez de place, plus assez de rôle pour tous les seniors dans la boîte. On ne peut pas tous être au COMEX de Schneider Electric et cetera». Donc là, j'ai commencé à réfléchir, à autre chose. Parfois, souvent, on s'est entendu avec la boîte. On a fait une rupture collective et de façon parfois, c'est aussi, assez subi, hein. Il y a eu aussi des licenciements économiques ou une boîte qui a été revendue. J'ai perdu ma place. Donc ça, c'est assez finalement assez éloquent et transversal à tous les témoignages qu'on a reçus et ça dit aussi quelque chose finalement de la place, du senior dans l'entreprise. Raison aussi pour laquelle on a mené cette étude avec tous ces stéréotypes qui pesaient finalement sur la figure du senior, dans le salariat. Des études, hein, du Club Landois aussi le montrent. La plupart des salariés seniors, en fait, ils ont peur pour leur emploi et pour quelles raisons? Ils sont trop chers, ils sont pas dynamiques, ils sont réticents au changement, ils sont mauvais, ils sont perçus en tout cas comme mauvais en technologie. Donc vraiment, il y a une place, je pense, du travail à repenser pour les plus de 50 ans. Et si on fait le parallèle avec ce que disait Élise, notamment sur la satisfaction qui est croissante hein, finalement des entrepreneurs lorsqu'ils entreprennent, et cette satisfaction croît finalement avec l'âge, bah, si on regardait cette courbe dans le salariat et qu'on demandait en fait à des salariés comment évolue, enfin quelle est votre satisfaction, je suis sûre que, en tout cas après 50 ans, elle aurait plutôt tendance à décliner. On entend beaucoup parler voilà, de placardisation, d'un essoufflement de la carrière. Et je pense qu'il y a vraiment un nouveau contrat social à repenser dans une société où, de fait, avec le vieillissement démographique, on est quand même invité à travailler plus longtemps. Et il y a un vrai sujet de représentation sociale sur la place des salariés seniors dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, hein, mais tout cela pour dire que finalement, l'entrepreneuriat, c'est quand même une belle solution à ça. C'est un vrai contrepoint finalement à tous ces stéréotypes négatifs qui pèsent sur le salarié senior. Là où finalement,
être âgé, ça devient le début d'un stigmate, hein, quand vous faites votre, entretien de mi-carrière à 45 ans et que vous passez senior, voilà, ça fait quand même, quelque chose. En fait, quand vous basculez de l'autre côté, du côté de l'entrepreneuriat, tout le monde a en moyenne 50 ans et plus. Avoir plus de 50 ans, c'est normal et c'est même une force et Donc on parce est que c'est de loin quand même de l'expérience. l'image du start-upper, de 20 ans. C'est vraiment un sacré contre-pied et si on se parle de compétences, d'expérience, les compétences spécifiques justement de cette population-là, qu'est-ce qu'elle apporte à l'économie concrètement? Ouais. Alors les compétences spécifiques, bah, je dirais que déjà, ce qu'il est intéressant de se dire, c'est que l'âge, clairement, ça devient nous, on appelait ça un capital. Capital, 1er capital, c'est celui de l'expérience, des compétences. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont tous des entrepreneurs qui revendiquent, d'avoir accumulé, beaucoup de bouteilles, de sentir mieux les choses, de savoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher et même, en fait, dans le regard de l'écosystème, c'est quelque chose qui est assez valorisé. Finalement, un banquier, quand il voit, arriver, un entrepreneur qui a le cheveu blanc, ça peut le rassurer. De la même façon que vous êtes plutôt rassuré par un médecin, qui a plus de 50 ans, bah, voilà, un entrepreneur de plus de 50 ans, finalement, on se dit: «Voilà, ça c'est de la compétence, c'est de l'expérience». Le deuxième point, ça va être celui du réseau. Finalement, c'est des gens qui, ont accumulé pas mal de contacts, dans leur carrière, qui sont assez qualifiés, qui savent actionner les bons contacts, au bon moment. Il y en a qui ont eu aussi voilà des on va dire des astuces, des mises en relation qualifiées grâce à leur réseau. On le voit beaucoup sur le public, notamment des entrepreneurs, qui ont repris une entreprise pour trouver, l'entreprise à reprendre de façon assez étonnante sur ce public-là. Ils l'ont trouvé assez facilement. Eux, ils le présentent un peu comme un coup de foudre et cetera, mais en creusant un peu, on comprend qu'en fait en, 3, 4 ou 5 mises en relation, ça s'est fait. Et l'entreprise est apparue de façon, voilà, ils disent eux quasi providentielle, mais moi je comprends, c'est le réseau. 3e, j'allais dire, c'est pas une compétence, mais plutôt une liberté. On l'a déjà dit tout à l'heure, il y a plus de charges familiales. La maison en général est payée et ça vous donne aussi enfin, en tout cas, ça forge un rapport assez différent, au risque. On peut s'autoriser, en tout cas, ce risque, entrepreneurial, maintenant que tout est sur des rails, dans l'entourage. Très bien, très bien. Alors, nous nous sommes parlé, donc, d'un mouvement qui est très enthousiasmant, mais à ce mouvement, il y a aussi un certain nombre de freins, que ces publics peuvent rencontrer. Le fameux syndrome de l'imposteur, donc la crise de légitimité, est-ce qu'ils le rencontrent, à un moment donné quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat? L'accès au financement, même si vous nous avez rassurés en disant que la BPI serait derrière tous ces projets entrepreneuriaux, donc on viendra tous vous voir. Est-ce que l'isolement aussi, ça fait partie des sujets, qui sont identifiés comme des freins, à cette nouvelle aventure? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors Blandine, je corrige, BPIFrance ne sera pas derrière tous les projets parce qu'ils sont portés par des, plus de 50 ans. Et que vraiment les questions d'ailleurs, j'en profite, aussi pour préciser, parce que c'est peut-être pas forcément, évident pour ceux qui nous écoutent. Tous les entrepreneurs dont nous vous parlons, sont pas forcément des clients de BPIFrance, hein. Mmh. On interroge les chefs d'entreprise, par des méthodes qui nous permettent de nous assurer alors évidemment, il y a des clients parce qu'on en a quand même quelques-uns, mais il y a pas de biais lié à ce point-là. Alors pour répondre, à votre question Blandine sur les freins, alors si je suis un peu provocatrice, je vous dirais, bah, il y a en fait aucun frein pour les 50 plus qui souhaitent créer. Mais effectivement, c'est un peu provocateur. Pourquoi? Déjà, je pense que c'est important de se rappeler que dans cette étude, nous n'avons pas ce que nous appelons les entrepreneurs contraints. Là aussi, derrière le terme entrepreneuriat, nous ici, nous parlons, de chefs d'entreprise qui ont au moins un salarié. Donc ça veut dire qu'on a quand même les TPE, alors que dans beaucoup de nos études, en fait, on prend les entreprises à partir de 10 salariés. Mais ça veut dire concrètement que l'auto-entrepreneur, vous voyez, celui qui arrive en fin de droit, enfin donc il est pas encore enfin, le salarié qui sort de la grosse boîte, qui arrive en fin de droit et qui se dit: «Mais comment je vais faire? Comment je vais faire?» Qui crée, sa structure pour faire un peu de conseil, parce qu'il faut quand même bien boucler les fins de mois et s'occuper, qui va chercher à prendre, quelques mandats, via l'IFA ou d'autres, réseaux, celui-là, il est pas dans notre étude. Et certainement que enfin pour celui-là, en tout cas pour ces entrepreneurs, hein, donc hommes et femmes, il y a des freins, qui doivent être, assez forts, mais notre étude peut pas vous les partager. Après pour ceux qu'on a vus, donc c'est-à-dire tous ceux qui ont une fois de plus, au moins un salarié, effectivement, on ne trouve pas de frein sauf
pour le chercheur entrepreneur et j'y reviens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur la question de la légitimité, ça en est pas un et presque au contraire. Alors là, redites, ce que disait, Bautran tout à l'heure, le cheveu blanc, qui rassure, le banquier, ça, c'est revenu systématiquement. Il y a cette assurance de l'expérience, du savoir-être, tout ce qu'on entend au quotidien en fait, ça, c'est quelque chose qui est ultra valorisé, dans l'entrepreneuriat et donc qui est l'inverse du frein quoi, qui est clairement un moteur. Pour autant, on avait quand même, quand on a lancé cette étude, il y avait vraiment cette idée parce qu'on en côtoie aussi des investisseurs, les équipes sont souvent jeunes et forcément, il y a un fit qui se fait entre, une équipe de gestion qui va investir et puis la boîte. Alors, c'est encore plus vrai pour le majoritaire, mais même dans du minoritaire, le patron d'une boîte, on sait comment ça se passe, hein. OK, les fondateurs, mais est-ce que c'est le meilleur CEO du monde? Peut-être pas, peut-être qu'on va le sortir. On entend aussi parfois: «Ah bah, il est bien, mais quand même, peut-être qu'il est un peu trop vieux, donc comment on fait?» Ça, c'est pas quelque chose qu'on a retrouvé dans l'étude, aussi bien dans le quanti que dans le quali. Si je suis précise, dans le quanti, enfin, c'est-à-dire dans l'enquête, quand on a demandé quand on a posé la question, sur l'accès au financement, en fait, on est sur des taux qui sont, quand même assez élevés puisqu'on a 64 des entrepreneurs seniors qui voient leur âge comme un potentiel frein auprès des banques, mais finalement, le chiffre est quasiment le même pour les non seniors. Donc c'est-à-dire ce qui est perçu comme un frein par les seniors est perçu comme un frein par les non seniors. Donc en fait, c'est quelque part, dans la représentation qu'on a, c'est quel que soit son âge, on a un frein quoi. Soit on est un peu trop jeune, soit un peu trop vieux. Enfin si je caricature, enfin je tire un petit peu le trait. Et pareil pour la levée de fonds, on a 48 des entrepreneurs seniors qui pensent que leur âge pourrait compliquer une levée de fonds et on est sur le même ordre de grandeur pour les non seniors. Alors après, comme je disais, il y a un SOF et le SOF, c'est le chercheur entrepreneur ou le deep taker dont nous parlait, Baotran, tout à l'heure et ici, finalement, la difficulté de financement, on l'explique plus et une fois de plus, hein, je vais pas dans le détail technique, mais autant vous dire qu'on a beaucoup de statistiques, qu'on traite dessus. Ces écarts de financement, on arrive plus à les lire par rapport au type de projet, c'est-à-dire qu'ils sont plus risqués. Pourquoi ils sont plus risqués? Parce qu'ils sont, ils viennent de se lancer, donc ça veut dire l'expérience à la tête de l'entreprise, elle est plus récente. Pardon, je perds le fil, la taille, elle est aussi plus petite. On a toujours des écarts de financement, sur les entreprises plus petites. C'est le cas quand, un entrepreneur, crée une entreprise à partir d'une, recherche, issue, d'un labo et puis, et ça, c'est dans toutes nos études, il y a aussi des écarts de financement quand on crée son entreprise. Quand vous reprenez une entreprise, vous avez plus de facilité à aller voir enfin pas à aller voir, mais à obtenir un prêt bancaire ou à obtenir une levée de fonds que quand vous créez une entreprise. Une fois de plus, parce que quand vous reprenez votre entreprise, bah, il y a déjà une certaine taille, il y a déjà une relation avec une banque, ouais, il y a déjà voilà tout un, passif, on va dire, ou un patrimoine qui fait que, ça facilite le financement. Ce qui est pas le cas, dans la création d'entreprise et autre élément, donc ça, je dirais très commun, aux entrepreneurs qui créent une entreprise après, 50 ans et ici, je parle bien des entrepreneurs, une fois de plus, qui créent à partir d'une innovation issus d'un labo. Je parle pas ceux des chercheurs entrepreneurs de seconde, enfin les entrepreneurs de seconde carrière. Et il y a un autre SOF dans le SOF, ce sont les femmes. Alors, je ne sais pas si des dames sont connectées, aujourd'hui, mais ça clairement et sachez que ça a été discuté même au comité exécutif de BPI France, parce que clairement, y compris dans la population chercheurs-entrepreneurs, il y a des écarts significatifs entre les hommes et les femmes. Donc mesdames, double peine. Vous êtes femmes et vous êtes vieilles. Je fais court, et méchant, mais c'est un peu ça quand même, hein. Donc là, j'anticipe C'est une ce qu'on question qui appelle le va venir cumul des après. mandats. Exactement. Je j'anticipe, une des questions après Blandine, mais qu'est-ce qu'on peut changer? Bah, à un moment donné, alors, pardonnez-moi si c'est, caricatural, hein, mais Georges Clooney, on le voit bien vieillir. Alors j'ai pas de nom d'actrice qui me vient en tête, immédiatement. Je suis pas trop forte en cinéma malheureusement malgré Cannes. Mais vous voyez, il y a quand même une association, pour le coup, ultra négative et là, je pense une fois de plus aux chercheurs entrepreneurs femmes. On a dans des entretiens, c'est assez glaçant, hein, et vous avez des sujets de ménopausée, de choses comme ça qui reviennent. Donc voilà, ça existe encore dans un milieu où vous êtes dans des accélérateurs, enfin accélérateurs ou incubateurs, qui peuvent être justement encadrés par des plus jeunes. Donc voilà, en simples mots, pas de frein pour créer, son entreprise, certainement pas de légitimité. Sur les financements, c'est plus nuancé et en particulier pour le public féminin.
Donc effectivement, vous avez répondu à ma question suivante qui était, est-ce que le regard des investisseurs et des réseaux d'accompagnement évolue assez, rapidement ou suffisamment? Donc en partie oui, mais on pointe quand même un sujet, sur une forme de décalage, quand on est une femme, dans ces réseaux-là, dans ces dynamiques-là. Ouais. Sur cette question quand même, lundi, moi je pense que c'est important aussi de rappeler que parce que ça suppose aussi dans la question que si ça évolue suffisamment, ça veut dire qu'on part de très, très loin. Ça, je ne saurais pas dire très franchement. Je pense que c'est vraiment important de dire que la seniorité en entrepreneuriat et la seniorité dans le salariat, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment, la seniorité dans le salariat, ça reste un problème et d'ailleurs, scoop, on continue de travailler, sur le sujet parce qu'il y a quand même un problème là-dessus, hein, on va pas résoudre l'emploi des seniors, simplement avec cette étude. Donc là, les stéréotypes sont encore, extrêmement forts, puissants, partagés de tous et cetera. Dans l'entrepreneuriat, c'est moins vrai et je dirais c'est plus des points spécifiques à travailler, mais globalement, la seniorité, elle est extrêmement positive puisque tout à l'heure, Otran disait, l'âge, c'est un capital. Moi, je disais l'âge est un actif et ce qui compte, c'est ce qui est associé à l'âge, c'est-à-dire tout le bagage, quoi. Donc après, est-ce qu'ils évoluent, suffisamment? J'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que, un investisseur, va regarder, son rendement, son retour sur investissement, espéré et que, on est toujours, sur la vente du rêve et que tristement, on peut penser que quand, une femme, pitch, elle vend moins de rêves, qu'un homme, qui pitch. Voilà, ça je fais 3 petits points, j'en sais rien, Parce que mais le milieu des investisseurs est aussi extrêmement masculin. très C'est des choses masculin. qu'on a Ça, c'est très retrouvées, juste. Ouais. sur des entrepreneurs femmes plus jeunes, en fait, ouais. Et qui recadrait justement. On en Mmh. a une personne qui nous a dit: «Mais moi un jour, enfin, j'ai pas admis la manière dont ce jeune investisseur me parlait, je l'ai remis je l'ai mis dans sa boîte, quoi». Mmh. Donc Et est-ce que vous auriez, des recommandations pour ces acteurs de l'écosystème pour que les choses évoluent, un peu plus, peut-être notamment sur les femmes? ouais. Alors sur le réponse difficile, en préparant, je me suis dit d'abord, sur les entrepreneurs de plus de 50 ans, il faut bien distinguer ceux qui ont entrepris après 50 ans et les autres. Presque étonnamment, je dirais, pour, ceux qui ont d'ailleurs, quel que soit l'âge auquel ils ont entrepris, heu, la recommandation que je ferais, c'est pas le fait de rentrer, c'est le fait de sortir assez tôt. C'est-à-dire, on observe à travers différentes études, pas que celle-ci, que les fondateurs, sont extrêmement attachés à l'entreprise. Vous avez tous ces mots qui reviennent: «C'est mon bébé» et cetera. Et que, lâcher le bébé, c'est compliqué, mais en même temps, c'est la seule voie de pérennité de l'entreprise. Parce que, pour le coup, quand on arrive à 70-75 ans et là, on a une enquête qui est en cours, qui le montre, se construit quand même une forme de déni où de toute façon, le chef d'entreprise, il pense, qu'il est indispensable, peut-être qu'il a pas envie d'être à la maison. Enfin, tout un tas de raisons font que, il se met lui en tant que personne en péril, mais et encore plus, il met son entreprise en péril. Parce que tout ça est un marché quand même. Pour pouvoir avoir des entrants sur de la reprise d'entreprise, là je parle pas de création, il faut des sortants. Donc je pense que collectivement, c'est ce que vous faites à travers votre réseau, mais enfin, nous-mêmes, BP France, on a lancé là récemment encore un plan et il y a encore plein de choses, à faire, sur le sujet, c'est important. Et ensuite, pardon, je reprends le fil sur les recommandations pour soutenir la population d'entrepreneurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ce qui est à travailler pour, les plus, contraints et je pense qu'à travailler, c'est aussi sortir l'idée, que l'entrepreneuriat ne va pas tout résoudre et que si vous êtes, dans une impasse, professionnelle ou de vie, c'est pas parce que vous allez devenir entrepreneur que vous allez trouver votre solution et ça peut même l'empirer. Donc ça, je pense qu'il faut le dire aussi. BP France, on adore les entrepreneurs, mais c'est pas pour autant que tout le monde doit être, entrepreneur. Et puis après, pour ceux qui ont le tout, hein, et la fibre entrepreneuriale et le bagage, la voie elle est quand même, je dirais beaucoup plus, tracée, dans la mesure où il y a, des réseaux qui connaissent et qui savent mobiliser. Peut-être un point aussi à préciser, la nécessité de l'accompagnement.
Pareil, on a quand même différentes études qui montrent les corrélations entre pérennité, en tout cas pour ceux qui créent l'entreprise, pérennité à 315 et accompagnement. Clairement, quand vous êtes accompagné par un réseau, je pense par exemple au réseau Entreprendre, qui est quand même un réseau ultra structuré, avec des anciens chefs d'entreprise, etc., ça aide énormément. Et puis après, pour l'ensemble des acteurs, je pense que c'est continuer toujours ce travail de sensibilisation. Tout à l'heure, moi, je crois aussi beaucoup à la valeur des mots. Startup Nation, PME Nation, cette idée de... Alors, le mot repreneuriat, par exemple, moi, je le trouve personnellement pas joli. Mais on voit bien qu'il y a un truc à inventer. Parce qu'en fait, en disant quand même clairement, l'entrepreneuriat est devenu une espèce de valeur de société, mais est attaché à ce terme la création d'entreprise. Il faudrait que dans les années à venir soit attaché à ce terme la reprise d'entreprise, que ce soit sexy de reprendre une boîte, et que pour reprendre cette boîte, cheveux blancs d'un homme ou d'une femme, on se dit bah non seulement c'est ok, mais en plus ça va vraiment permettre à la boîte de se développer. Vous avez raison, entreprendre, ça peut être reprendre. Alors, si on vous donnait une baguette magique et que vous pouviez changer immédiatement quelque chose dans l'écosystème, dans les dynamiques actuelles, peut-être même dans les perceptions, ça serait quoi? Peut-être pour, rebondir sur, l'image sur laquelle Élise a commencé, je dirais que dans notre imaginaire, enfin, on voit bien, en tout cas dans les chiffres, que finalement les entrepreneurs, il suffit d'aller à 1 ou 2 rendez-vous de cercle d'entrepreneurs, ce sont, des personnes qui ont plus de 50 ans et pourtant, en fait, dans l'imaginaire, quand on pense entrepreneur, on continue à penser Startup Nation, on imagine un entrepreneur jeune en basket, innovant et quelque chose plutôt qui relève d'un entrepreneur à succès qui a commencé assez tôt et du coup, si cette étude, enfin, je suis pas seule, mais avec vous, Hello Master, on arrivait à inverser un peu ces représentations, je cite peut-être notre dirigeant ici, Nicolas Dufour, qui disait: «Bah, les seniors, une Californie qui s'ignore». Bah, voilà, en fait, il y a quand même, ce potentiel entrepreneurial formidable chez les seniors. Il est un potentiel de reprise et il peut aussi être un potentiel de start-up chez des profils, particuliers avec une connotation plus scientifique, qui ont fait un parcours en labo et cetera. Alors, elle est vraiment géniale cette formule, et d'ailleurs, je pense que ça pourrait être un peu, le mot de la fin parce que j'avais une dernière question, pour vous sur, quel message souhaitez-vous porter? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Et je trouve que la formule effectivement de Nicolas Dufour est hyper intéressante. Je pense qu'on a tous, hein, le même agenda, c'est, comment on regalvanise aussi, cette population, dont on a tous besoin à la fois pour innover, à la fois pour contribuer et pour assurer aussi la pérennité de notre économie. Donc, on a beaucoup parlé aujourd'hui de la session reprise, qui est un enjeu majeur dans les prochaines années. Les profils expérimentés ont un rôle crucial dans cette équation. Mais je vais quand même vous donner la parole. Quel message voulez-vous laisser à l'issue de cette étude? Un message positif, très BPI. Je commence par votre âne et tu complètes? Ouais, oui, oui. Moi, finalement, j'ai toujours les mêmes marottes, hein. Donc c'est pour moi, finalement, dans l'étude, on écrivait, il y a pas d'âge, pour entreprendre. Ça, c'est un point, mais finalement, au-delà de ça, il y a même quelque chose, de plus fort, si on va plus loin, c'est que l'âge, pour moi, rend puissant dans l'entrepreneuriat. C'est pas un stigmate, c'est pas un handicap, contrairement à ce que peuvent montrer beaucoup d'études d'un point de vue, justement, salarial. C'est, un actif, comme je le disais, c'est un capital. C'est gage d'expérience, c'est gage de réseau, donc plus de chances de réussir, de rebondir, gage de liberté aussi, on a moins de charges, familiales privées, maisons payées et cetera. Donc vraiment de ce point de vue-là, pour moi, le monde entrepreneurial, c'est un parfait contrepoint au monde salarial. Si vous vous sentez, si vous sentez vos perspectives rétrécir dans le monde salarial et que vous en avez le capital, allez-y, l'entrepreneuriat, c'est pour vous. Alors moi, je Élise? pointerais quelque chose qu'on n'a pas partagé avant, qui est pas du tout une phrase de conclusion pour l'instant, et très rapide, Blandine, pour respecter le timing. C'est parce que c'est vrai qu'on vous a dit, il y a pas d'âge pour entreprendre, pas d'écart de financement, sauf pour les chercheurs entrepreneurs, enfin ceux qui en prennent après, 50 ans. Il y a quand même, je dirais, allez, je vais dire une date, butoir. C'est ce qu'on a observé, dans les entretiens, que autour de 60 ans, que vous alliez voir votre banquier ou votre investisseur, il faut que vous puissiez présenter, alors c'est encore plus vrai pour un investisseur, un projet dans lequel, il y a votre relève. Alors votre relève, ça peut être un associé plus jeune, ça peut être, des managers, qui vont rentrer ou qui commencent à rentrer, au capital. Mais il y a quand même cette idée que juste vous vous êtes projeté
sur l'après-vous et vous êtes en capacité d'en parler et vous avez commencé à travailler un projet de succession. Et c'est ça qui, à notre sens, garantit on revient sur le terme de pérennité, que vous citiez, Blandine, qui est important. Donc une fois de plus, parce que c'est vrai que, on peut être, très positif. Maintenant, parce qu'on en a aussi, hein, dans l'étude, hein, des personnes qui se sont lancées, très nettement après 60 ans, mais en fait, ils ont presque une logique d'investisseur, hein. C'est-à-dire qu'ils créent leur boîte et ils ont leur sortie. Et ils sont, avec leur pacte d'actionnaires et ils anticipent leur sortie au moment où ils créent leur boîte. Donc, OK, ça peut être aussi un profil, particulier d'entrepreneur, mais ça existe aussi, et je trouve que c'est bien de s'autoriser toute une palette, de création ou de reprise, d'entreprise. Donc, je n'ai, par rapport à ce que disait, Baotran, oui, lancez-vous, après, en Pensez à la suite. lucidité, parce que voilà, on a toujours tous ces termes qui reviennent, tout l'entrepreneuriat, ce côté, j'étais fou quand je me suis lancée, mais j'adore et en même temps, il y a quand même un flot, de complexité et de stress, et clairement, il faut se dire: «C'est pas grave» et bah, tout le monde n'est pas forcément en capacité ou a envie, d'avoir ces flots de complexité et de stress, et c'est OK, mais autant le savoir, avant de se lancer dans cette, grande aventure entrepreneuriale. Eh bien, merci beaucoup à toutes les 2 pour cet échange extrêmement intéressant. On note quand même, cette notion de préparer sa succession, qui est aussi un enjeu majeur dans les entreprises face à la transition démographique. On parle beaucoup de transmission, mais les enjeux de succession sont beaucoup plus stratégiques et c'est un enjeu majeur aussi pour les profils expérimentés. Alors, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'étude sur le site BPI France Le Lab, qui va vous être partagé dans la conversation. Et je vous propose, il nous reste encore quelques minutes, que nous prenions quelques questions s'il y en a dans le chat. Et donc, pour rebondir sur le message de Christine tout à l'heure, on citait une femme senior inspirante, Meryl Streep. Meryl Streep, c'est Oui, bon, c'est vrai. effectivement, on va dire le pendant George Clooney, Ouais, surtout qu'elle a initié au sein d'Hollywood tout un mouvement qui c'est s'appelle vrai. Not Done Yet, qui valorise les actrices de plus de 50 ans pour qu'on Ouais, leur propose d'autres rôles que des rôles de méchantes dans les films, qui est une ouais. vraie réalité. Alors, Romain, est-ce que nous avons des questions? Question de J. Pré. J'ai plus de 35 ans dans les grands groupes à l'international. Je souhaiterais prendre le leadership d'une PME ou ETI internationale. Comment accéder aux entrepreneurs qui souhaitent transférer le leadership de leur bébé? Ah, Ah, bonne vaste question. question. Ouais. Vaste question, mais oui, Déjà sur Hello Master, première réponse. justement, c'est pour ça tout à l'heure, c'est qu'il y a un vrai sujet sur le marché de la cession reprise, parce que c'est un peu comme le marché de l'immobilier, en fait, les meilleurs biens, sont pas mis sur le marché, qui sont déjà vendus. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui est pas très, Un marché ni off-market. fluide, ni ouais, off market, on peut le dire comme ça. Il existe une bourse de la transmission, qui est gérée d'ailleurs par les équipes BPI France, mais c'est vraiment plutôt sur, allez, j'appelle ça artisans, commerçants. Sur les PME, c'est souvent le CRA ou le CRA qui est, cité. Et là, alors c'est sans doute pas une réponse, qui va vous satisfaire, mais c'est clairement les effets de réseau, qui aujourd'hui fonctionnent. C'est très imparfait. Mais nous, ce qu'on peut observer et alors je peux vous dire, vous êtes, alors à votre nom, oui, vous êtes monsieur, mais c'est pire encore et notamment pour les effets de réseau, pour les femmes, qui veulent reprendre. Parce que là aussi, on a vu les réseaux consulaires, par exemple, jouent aussi leur rôle sur les territoires, pour, identifier les projets à céder et trouver des repreneurs. Mais, clairement là-dessus, la tuyauterie, elle est pas du tout optimale. Alors pour compléter un petit peu ce qu'Élise, vous venez d'évoquer, effectivement, les réseaux, on va dire que ce sont les meilleurs canaux pour identifier ces projets off-market. Vous verrez sur Hello Master, on a référencé un certain nombre de groupes, de collectifs, de dynamiques dans les territoires. La BPI en fait partie, les CCI aussi, qui organisent pas mal d'événements autour de la session reprise. Mmh. Donc, lors de ces réunions d'information, c'est l'occasion de rencontrer des futurs cédants, sachant que le point sur les cédants, il a été évoqué plusieurs fois. Souvent, ils cèdent trop tard. Donc, ils mettent beaucoup de temps à sortir du bois. Ouais.
et à identifier qu'il faut préparer un projet de succession. Donc, ça reste encore un système qui est un peu grippé et sur lequel il va falloir qu'on innove tous collectivement. Mais notre grand conseil, je pense à toutes les trois, c'est n'hésitez pas à rencontrer des personnes dans la vraie vie, non pas que dans les Mmh. réseaux digitaux. Il existe pas mal d'initiatives. Il existe aussi des initiatives spécialisées pour les femmes, et qui peuvent être aussi des dynamiques intéressantes. Mmh. Alors, autre Et question. Vas-y, vas-y, Bertrand, tu veux dire quelque Est-ce chose? en tout Pardon. cas, je rebondis, hein, parce que, pour, monsieur Gyprès, effectivement, on a rencontré un dirigeant qui était exactement dans le même cas que vous. Il a pas mal prospéré dans des grands groupes à l'international et passé 50 ans, il a eu envie aussi de se poser, de revenir, à Bordeaux après le covid et c'est exactement, ce que tu dis, Blandine, hein. C'est vraiment, il s'est inséré dans des réseaux locaux. C'est beaucoup l'APM qui l'a aidé, aussi la CCI. Ça s'est fait vraiment par contact et il a identifié assez vite cette entreprise pour laquelle il a eu un coup de cœur. C'est aussi le cas de beaucoup d'entrepreneurs qu'on a vus. Et après, de façon minoritaire, on a aussi vu un type d'entrepreneur, je dirais, un peu plus rationnel, qui lui a fait quelques rencontres, mais c'est pas la majorité. Il a vraiment screené, il voulait être sûr de reprendre l'entreprise dont il avait vraiment envie. Il a screené toutes les offres de reprise sur des bourses de la transmission via le CRA, etc. Et après a fait sa petite sélection, il a postulé, etc. Sur une dizaine et il a vu là où le fit allait, voilà. Donc c'est vraiment 2 types d'approches. J'ai l'impression que l'approche relationnelle, réseau en tout cas, est quand même la majoritaire et semble avoir bien marché. Mais cet autre type d'approche, voilà, on va dire, de recherche, très rationnelle existe, aussi. Effectivement, c'est une affaire humaine, la session reprise. C'est une affaire qui est longue, hein, je vous le dis aussi, et souvent assez méconnue. C'est entre 12 et 18 mois Mmh. pour finaliser une session reprise. Donc, prenez votre élan pour identifier les projets qui vont vous intéresser. Je vois qu'il y a d'autres questions. Est-ce que l'accès au réseau BPI et Entreprendre sont-ils payants? Alors réseau BPI France, je dirais que ça dépend, parce que quand on dit accès au réseau, BPI, en fait, c'est plein de choses. Alors, il y a la partie bancaire. Sur le côté accompagnement, il y a des mécanismes de formation. Alors des formations qui sont, accessibles, à tous et gratuitement et d'autres, via des accélérateurs, il y a une contribution payante de la part des dirigeants. Et pour vous donner un ordre de grandeur, même si mes chiffres sont peut-être pas complètement à jour, pour des missions de conseil, on est de l'ordre de 1 200 € au jour, quand il y a l'intervention d'un consultant, qui est vraiment choisi pour vous dans votre entreprise et qui vous est dédié. Et après le réseau Entreprendre que je mentionnais, Joker, je sais qu'il fonctionne par bourse. Enfin vous en fait, c'est Par comme, sélection de par dossiers? sélection de dossiers, voilà. Et après, si vous êtes sélectionné, vous pouvez, ça fait partie des réseaux aussi, sur lesquels vous pouvez avoir un financement. Mais je pense pas qu'il faille payer un ticket d'entrée pour accéder au réseau Entreprendre. Vous avez aussi Ne l'APM sur lequel il y a Mmh. on a des très, très bons retours. Là, par contre, il doit y avoir un petit ticket d'adhésion, quoi. Tout à fait, et le CRA aussi. Ouais. C'est des formations qui sont payantes. Avez-vous des données sur la franchise dans votre étude? Il y a une section sur Hello Masters qui est consacrée à la franchise. Ouais. Et la franchise, effectivement, c'est aussi une typologie de l'entrepreneuriat dont on parle moins Ouais. et qui peut être intéressante pour les profils expérimentés. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de focus dans l'étude sur la franchise. Est-ce que Exactement, ouais. C'est vrai que c'est c'est un très juste. sujet C'est dont on pas vous a c'est parlé? on regarde, alors, non. Alors pourtant, c'est vrai que c'est, même, c'est un sujet dans BP France, c'est emparé il y a quelques années, justement pour être un facilitateur d'entrepreneuriat parce que tout le monde n'a pas des idées, tout le monde n'a pas, voilà et la franchise peut être une voie d'accès à l'entrepreneuriat qui est extrêmement intéressante. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de focus spécifique, dessus, donc pour le coup, on n'aura rien à vous dire, Ouais. de On spécifique. On l'a pas identifié sur le sujet des seniors. En revanche, on l'a identifié plus sur, de l'entrepreneuriat dans des territoires spécifiques. Par exemple, sur les territoires ruraux où le fait, en fait, d'être en franchise, ça permet quand même d'avoir une marque déjà vivante et plus facile à reprendre. L'étude est en cours, on pourra peut-être vous en parler, d'ici Mais avec quelques temps. plaisir. Vous allez revenir pour un nouvel épisode de Virage sur la franchise. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour les femmes au-delà des clubs qu'on a pu évoquer?
Est-ce que vous avez mis en place, peut-être au sein de BPI, Oui. au sein, où vous avez identifié auprès de partenaires, divers, des initiatives spécifiques pour accompagner les femmes dans cette typologie de projet? Oui. Alors à ma connaissance, si je réponds non, c'est une mauvaise réponse parce que, il faut pas dire non, mais en tout cas, il y a pas de dispositif, spécifique d'accompagnement chez BPI France. Il existe des fonds d'investissement qui maintenant ont des politiques d'investissement, qui, clairement, choisissent, soit parce qu'il y a une équipe, qui est au moins, enfin une équipe, mixte à la tête de l'entreprise, ou au capital de l'entreprise. Et après sur l'accompagnement, dans ce que fait BPI France, c'est dans les réseaux, pardon parce que je l'ai plus en tête, hein, mais il y a des réseaux féminins que nous soutenons, mais il ne va pas y avoir un accompagnement spécifique, parce que, c'est une chef d'entreprise. Tu me Vous dis, les va autre retrouverez mais il me semble pas en tout cas, hein. Pas à ma vous connaissance, vous les Ouais, retrouverez ouais. ces réseaux-là justement sur, la section, business et collectif d'accompagnement au sein d'Hello Master où on en a identifié un certain nombre. Là où ils peuvent être intéressants, c'est effectivement, plus que sur, de l'accompagnement, c'est pour le financement, la recherche de financement. Mmh. Et il y a notamment des collectifs de business angels qui n'investissent que dans des projets féminins, donc qui s'appellent Femmes Business Angels. Donc c'est assez intéressant. Eh bien écoutez, notre épisode de Virage touche à sa fin. Un grand merci à nos invités et à tous les Merci à participants. vous. Alors ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour innover, entreprendre et réussir. Vous allez retrouver dès demain le replay de cet épisode sur Hello Masters et à très bientôt pour explorer ensemble un nouveau virage. Merci à tous. Merci. Merci.